Chronique du 7 mai 2021. Science will win ou la technique et la science comme idéologie. Surmontant un article du Monde daté du 5 mai 2021 consacré au sujet suivant: vaccin contre le Covid-19, comment Big Pharma défend son monopole, se trouve une illustration éloquente qui invite à la réflexion. On y voit Joe Biden s'entretenir, main dans les poches, avec le PDG de Pfizer, Albert Bourla. Chacun des hommes porte non pas un, mais deux masques entassés l'un par-dessus l'autre, un blanc sans doute de type FFP2, l'autre noir en tissu, un brin plus élégant. En arrière-plan, un panneau géant avec une image représentant des neurones interconnectés et ce slogan « Science will win ». On remarquera que l'image est très probablement l'œuvre d'un graphiste, et non pas une image issue d'un quelconque microscope électronique. Entre les deux hommes se laisse deviner le logo du géant pharmaceutique américain Pfizer. Que cherche-t-on à nous dire au juste par une telle photo? Sans doute, le message consciemment véhiculé est-il le suivant. Le savant, Pfizer, et le politique, Biden, collaborent pour que la science triomphe enfin de la maladie nommée Covid-19. Même si on ne saurait taire qu'il y a là aussi une histoire de gros sous, c'est d'ailleurs l'objet de l'article. Mais, outre l'improbable double masque recouvrant le visage de chacun des protagonistes, à l'absurdité criante, c'est surtout le slogan qui retient l'attention. La science triomphera, science will win. Triomphera de qui et de quoi? Seulement de l'épidémie ou d'un monde, d'une période historique, de l'homme tel qu'on l'a connu jusqu'ici? Et de quelle science s'agit-il? Est-ce de la science des sages ou celle de scientifiques butés et orgueilleux, travaillant à dépasser l'humain pour s'assurer à eux-mêmes et à leurs pairs l'immortalité par la technique? Est-ce la science qui dit et prouve scientifiquement la nécessité de se recouvrir le visage de deux masques pour se protéger d'un virus ayant le taux de mortalité de la grippe saisonnière? Revenons donc sur ce concept de science en vue d'évaluer la teneur du mot que nous vend la firme Pfizer par son slogan. Science vient du latin scire, qui veut dire savoir. La science, c'est donc le savoir, détenu par celui qui sait. Elle s'oppose per definitionem à la croyance. Ce que je sais, je ne le crois plus. Ce que je crois, je ne le sais pas. Un sujet qui devra, à mon avis, éminemment agiter les esprits en cette heure de désinformation généralisée, et par conséquent celui de la science des autres. Ce que je sais bien que je le sais, même si on pourra aussi se demander comment je le sais. Mais ce que savent les autres, qu'est-ce que j'en sais au fond? Que sais-je du savoir de Pfizer, d'Anthony Fauci ou du conseil scientifique d'Emmanuel Macron? En fait, je n'en sais rien, car je ne suis pas un savant au sens d'Anthony Fauci ou de Jérôme Salomon, ni même de Didier Raoult. Je ne suis pas un scientifique. J'en suis donc réduit à croire ce qu'on me dit, par exemple à croire en l'impérieuse nécessité de vacciner 7 milliards de terriens pour lutter contre une pandémie ayant le taux de létalité de la grippe saisonnière, ou de masquer le monde entier, y compris les enfants, voire de le double ou triple masquer. En tant que non-scientifique, en somme, je suis condamné à croire. Pourtant, le concept de science tel que l'a forgé la tradition intellectuelle de l'Occident, héritée des Grecs, ne se prête pas spontanément à ce genre de dévoiement. Pour les Grecs, comme pour le Moyen-Âge, la science, c'est la philosophie, et la philosophie, c'est la science. Et l'une comme l'autre ont tout à voir avec la littérature et avec la religion, avec l'univers des concepts donc, mais aussi des mots et des symboles en général. La science se cherche par la réflexion et résulte de l'exercice de la pensée. Pas de science sans conscience, sans doute, mais surtout pas de science sans pensée critique. Or, aujourd'hui, on nous demande de croire les savants que nous ne sommes pas et de nous livrer pieds et poings liés à eux, sans exercer le moins du monde notre propre pensée.
Je crois en la science, entendais-je récemment proférer un journaliste sur France Inter ou un autre média officiel. Contresens s'il en est. Si c'est de la science, je n'ai pas besoin d'y croire, sinon c'est de la croyance, pas de la science. Dévoiement du concept de science, il y a bien eu, et je voudrais esquisser ici certains de ces aspects, à défaut de pouvoir en retracer toute l'histoire. Entreprise bien longue. Je lisais récemment dans l'antipresse de Slobodan Despot que l'avènement du monde moderne aurait correspondu à un passage de l'ère du verbe, de la parole, à l'ère des chiffres. Hypothèse ô combien riche et féconde. Sans doute elle ne vient pas de lui, Slobodan Despot. Il aura été la trouver chez un penseur aussi étrange que René Guénon, une influence qu'on retrouve à plusieurs reprises sous sa plume. L'idée, en la simplifiant, est que le monde moderne et l'avènement de sa «science» entre guillemets, correspondraient à un remplacement de la qualité par la quantité, du verbe par les chiffres. En effet, il suffit de s'intéresser un peu aux ouvrages des savants de l'Antiquité et du Moyen-Âge, de Platon et Aristote à saint Thomas d'Aquin, pour n'en citer que quelques-uns, pas des moindres, pour s'apercevoir que leurs livres ne sont pas bourrés de chiffres, d'équations mathématiques, mais qu'ils consistent bien plutôt en un certain maniement des mots, des concepts, du verbe. Et ce qui faisait leur autorité n'était autre que la profondeur de leur savoir dans tous les domaines, et non dans un seul, leur sagacité intellectuelle, mais aussi leur sagesse. La science était donc verbeuse, et non bourrée de chiffres, comme ceux qu'on nous déblatère quotidiennement à la télévision pour justifier la gestion de la crise du Covid. Elle n'était pas spécialisée, et elle s'accompagnait d'une recherche de la sagesse. Pour tout dire, elle faisait corps avec cette recherche. Un des facteurs de la perte de cohérence du monde moderne est la perte du sens des mots. Par exemple, le mot pandémie, dont l'OMS a changé plusieurs fois la définition depuis l'émergence du virus H1N1 en 2009. Comment savoir ce qu'est une chose et si un mot mérite de lui être appliqué si sa définition évolue tout le temps au gré des modes? À l'arrière-plan de ce devenir douteux du sens même des mots se trouve un courant intellectuel appelé le nominalisme, et qui constitua le fond de la fameuse querelle des universaux au Moyen Âge. Pour faire court, le nominalisme défend l'idée qu'il n'y aurait que des êtres individuels, et que les noms seraient de purs noms, de pures entités verbales, sans rien de commun avec les choses qu'ils désignent. Si les noms sont arbitraires, le sens des mots peut donc aisément changer. C'est la porte ouverte à la manipulation du langage, et par le langage. Ainsi, si une pandémie au sens de 2021 n'est pas une pandémie au sens de 2009, il se pourrait bien que la science que nous vendent Pfizer, Biden et Co. ne soit pas non plus la science de toujours. Autre chose à préciser par rapport à cette science qui se veut triomphante et à son histoire, c'est le fond occulte de cette science. Là, on me dira peut-être que je délire, que j'élucubre. Rien pourtant de mieux attesté et documenté que la filiation qui existe indéniablement entre la science moderne et l'univers des sciences occultes. L'image qui se trouve derrière Biden et son interlocuteur par exemple, si elle veut représenter le système neuronal humain, fait de neurones et de synapses, rappelle aussi dans sa représentation l'arbre séphirotique de la Kabbale. Et oui. Et on pourrait en dire autant de la représentation de la structure de la matière avec des molécules faites d'atomes reliés entre eux, ou encore du monde global interconnecté de Mark Zuckerberg. La science moderne n'est en fait pas science au sens des anciens, quelque chose que l'on acquiert soi-même et pour soi-même, par l'exercice ardu et au long cours de la raison, quelque chose d'impartageable ou de difficilement partageable, dont la transmission constitue justement un défi, et qui culmine dans la sagesse. Elle est bien plutôt dans son inspiration lointaine, science au sens d'un savoir occulte, la gnose des gnostiques de toute tradition. Un savoir non rationnel, réservé à quelques-uns, à une élite, et qui ne saura jamais être étayé sur des faits vérifiables, puisqu'il n'est savoir que pour celui qui croit savoir. La science moderne, comme les sciences occultes de tous les temps, est une pseudo-science.
Oh, pas dans les détails, bien sûr que les scientifiques modernes sont capables d'expliquer et de décrire avec minutie tel fonctionnement d'un micro-organisme, tel transfert chimique entre les molécules et d'innombrables autres processus. Mais dans les grandes choses, parce qu'elle a perdu, du fait de son extrême minutie, de son extrême spécialisation, la vision cohérente du tout qu'avaient les anciens. Pour avoir une vision des grandes choses, répondre aux grandes questions de l'humanité, que l'homme se pose en tout temps, il faut recourir à la pensée, à l'exercice de la raison critique, comme Socrate, s'intéresser à tout, comme Platon et Aristote, et comme eux manier le verbe, plus que les chiffres et les quantités. Même si telle équation et telle expérience pourra bien sûr s'avérer utile sur un point précis, elles ne peuvent être l'alpha et l'oméga de la science ou du savoir. Au fond, la science qu'on nous vend et qui aboutit aux absurdités de la politique sanitaire actuelle est la science du scientisme, pour parler avec Peggy, du scientificisme. C'est la religion de la science, et la science comme seule religion, comme seule instance à laquelle se raccrocher, faire vraiment confiance, et entre les mains de laquelle remettre ultimement sa vie. Les savants en blouse blanche ont remplacé les prêtres, même si leur religion, qui repose tout autant sur une croyance, se refuse à se présenter comme croyance et comme religion. Les turiféraires de la science avanceront qu'à la différence de la religion, la science apporte des preuves. Il n'en est rien. Car il y a toujours un grand écart, un écart gigantesque même à bien y regarder, entre les maigres preuves avancées et le grand récit religieux qui nous est vendu. Par exemple, entre le recul des glaciers et la thèse d'un réchauffement climatique global d'origine anthropique et soluble dans la politique mondialiste, ou entre les quelques intubés réanimés, ou hélas décédés du Covid, et la thèse d'une nouvelle grippe mortelle dévastant le monde entier. Nouvelle objection. Là où la science moderne est irréfutable, c'est dans sa technique. Et oui, mais c'est bien là justement le problème, c'est qu'il y a confusion des genres. La science n'est pas la technique. La technique moderne est à l'origine de choses et de prouesses incomparables avec tout ce que l'œil humain avait jamais vu. On ne le niera pas, et on ne se lasserait jamais de s'esbaudir devant les inventions ingénieuses, pour ne pas dire prodigieuses, du génie moderne, dont les dernières en date sont peut-être les fusées d'Elon Musk, qui, comme celle qu'avait imaginée l'auteur d'Objectif Lune, sont capables non seulement de décoller, mais aussi d'atterrir en une pièce. Il ne s'agit donc point de discréditer les prouesses techniques de l'âge moderne avancé, mais de rappeler qu'une technique efficiente ne saurait jamais valider une thèse scientifique quelconque. D'autant qu'une prouesse technique peut se constater de l'extérieur, mais que la science, pour être vraiment science, ne peut jamais l'être qu'à la première personne. En somme, ce que je voudrais pointer du doigt ici est ce qu'il est permis d'appeler le mirage de la technoscience. S'inspirant du titre de l'ouvrage de Jürgen Habermas de 1968, La technique et la science comme idéologie, on pourrait dire que le monde moderne s'appuie sur les prouesses de sa technique pour valider ce qu'il présente comme sa science, mais qui n'est en fait que son idéologie. La technique fonctionne. On ne réfute ni une centrale nucléaire, ni une fusée SpaceX, ni un vaccin Pfizer, encore que. Mais la science qu'il y a ou y aurait derrière n'en est pas une. C'est une position doctrinale, improuvée et improuvable, une histoire, un méta-récit dont on ne pourra jamais vérifier la validité, comme cette histoire de pandémie mondiale qui justifierait le port du double masque ou la vaccination obligatoire. Mais rassurez-moi, Thomas Pesquet est bien dans l'espace. Autre nouvelle, autre problème théorique. Pour changer des histoires de seringues, on nous a récemment seriné avec l'histoire du décollage de Thomas Pesquet vers la Station spatiale internationale. Un esprit complotiste comme le mien voit immédiatement dans cette histoire de conquête de l'espace avec Musk et Pesquet en tête, et dans cette starisation de l'éco-astronaute français, une entreprise trop favorable au projet mondialiste pour lui être tout à fait étrangère, voire pour ne pas en émaner. Et de là à dire que la Station spatiale internationale serait une mise en scène, le fruit d'un complot, je ne sais.
Comme tout bon esprit critique, tout chercheur de vérité ayant goûté à l'entreprise du doute radical sous l'influence d'influenceurs youtubeurs, plus que de René Descartes d'ailleurs, je suis allé m'enseigner. Et je suis tombé sur une kyrielle de vidéos, la plupart en anglais, mais certaines en français, tâchant d'accréditer l'idée que les images de la NASA, en particulier celles de la Station spatiale internationale, seraient des montages, que la vie en apesanteur sur plusieurs mois serait impossible. La technique moderne serait-elle postiche? Les fusées d'Elon Musk pourtant décollent bien, puisqu'on peut assister au décollage. Et les vidéos de Thomas Pesquet dans la station spatiale laissent quand même assez peu de doute sur sa capacité, issue de la magie de la technique, à entrer en lévitation. Science ou complotisme, faut-il choisir son camp? Je veux croire qu'on peut choisir les deux. Que ce qui compte, c'est avant tout la science, la vraie, celle de la vérité, pas celle des élites technophiles éventuellement promptes à comploter ou à mentir, à faire passer de l'idéologie pour de la science, des vessies pour des lanternes, pour parvenir à leur fin, à leurs objectifs de pouvoir et de domination. Alors s'il faut en passer par le complotisme pour parvenir à un savoir, tant pis, mais ne sombrons pas pour autant dans toutes les lubies qu'on trouve sur Internet. Thomas Pesquet entre sans doute en lévitation. Comment? Je n'ai pas les moyens de le savoir. Par contre, sa promotion de la réalité virtuelle, avec sa petite séquence filmée où il pédale masqué sur un vélo d'appartement, un casque de réalité augmentée, en fait diminué dans sa teneur de réalité, sur les yeux, m'a tout l'air d'une entreprise de propagande idéologique, comme le double masque de Biden et de Bourla. On voudrait, à coups de confinements interminables et réitérés, de casques de réalité augmentée, de distanciation sociale et de propagande, nous plonger petit à petit dans la matrice, que ça ne m'étonnerait pas. À ce propos, encore une théorie du complot qui n'est pas piquée des vers. Les Allemands seraient dans la matrice de Madame Merkel. Conscients que les initiés, qui se font passer pour des savants, et qui sont souvent en fait des hommes de pouvoir, usent et abusent de symboles en tout genre pour manipuler les foules, certains internautes audacieux ont été jusqu'à échafauder la théorie selon laquelle le geste que pratique régulièrement et obsessionnellement la chancelière, dessinant un triangle pointant bas avec ses doigts devant son ventre, représenterait une ou sa matrice, dans laquelle nos amis d'outre-Rhin seraient inconsciemment invités à plonger. Elle les maintiendrait ainsi en état de perpétuelle dépendance à l'égard de la toute-puissante mère, qui est un peu versée dans la psychanalyse, aura au fait de trouver cette théorie convaincante. En tout cas en ce qui concerne le lien entre la matrice et la dépendance. C'est en effet le père qui, en posant l'interdit, rend sa liberté à l'homme prisonnier de l'inceste primordial et réduit en esclavage par ses pulsions primitives. Le livre de l'Exode ne raconte pas autre chose d'un certain point de vue. Cela expliquerait au moins comment les Allemands ont pu se laisser hypnotiser au point de laisser ces derniers jours leur Parlement voter une loi officialisant une société à deux vitesses où seuls les vaccinés et les guéris, geimpfte und genesen, accèdent aux largesses du déconfinement. Le problème de ce genre de théories est qu'elles sont invérifiables, donc non scientifiques. Car voilà où je voulais en venir. Quels critères de vérité trouver dans ce monde confus, dans cet océan de désinformation où nous flottons malgré nous, où on ne peut plus accorder la moindre confiance dans tout ce qui émane de l'univers mainstream, sans pouvoir nous fier totalement non plus à ce qui émane des lanceurs d'alerte et d'autres réinformateurs, tant ceux-ci se contredisent entre eux. Si je peux apporter une once de sagesse dans ce monde agité par la guerre de l'information, où les mots perdent leur sens et sont manipulés en tous sens, où on ne sait plus ce qui est le plus invraisemblable entre ce qu'imaginent les complotistes et ce qu'affirment péremptoirement les médias, ce serait cette injonction. Revenez à votre expérience propre. La science moderne et toute la pensée moderne, à commencer par Descartes qui enseigne de se défier des sens, nous a appris à nous détourner de l'expérience sensorielle, de notre expérience propre, et partant nous a conduit à nous en remettre à des autorités politiques, opinions du grand nombre ou autorités prétendument scientifiques. Toutes ces autorités peuvent fort bien se tromper, voire colporter intentionnellement de fausses informations ou de fausses visions du monde.
Mais quelque chose ne trompe pas. Il y a une terre ferme sur laquelle nous pourrons toujours nous appuyer pour ne pas défaillir, pris dans le tourbillon de la propagande et de la guerre de l'information, l'autorité de nos sens. Et mes sens me disent, mon expérience propre me dit, mon expérience au quotidien me dit que leur pandémie mondiale est une pandémie de papier, que le masque ne sert pas à protéger des virus et que le vaccin, si c'en est un, est dans le meilleur des cas facultatif. Sur cette base factuelle, effective, palpable, je me forgerai une opinion politique éclairée, qui sera au moins aussi scientifique que la propagande de Pfizer-Biden. Car que nous veulent-ils finalement avec leur science qui en usurpe le nom? La science gagnera, annonce la firme Pfizer, Science will win. Comprenez, vous serez muselés, confinés et contraints au vaccin. La science gagnera, aurais-je envie de leur rétorquer, car je suis malgré tout encore porté par l'espérance. Mais pas la vôtre, pas celle-là. Celle qui gagnera sera la science de l'esprit critique, la science des sages, de ceux qui ne s'en laissent pas compter et ne bradent pas les données palpables de leur sens contre les mots creux d'une quelconque autorité.